Bonjour et bienvenue à ce panel sur les chaînes d'approvisionnement. On va parler des enjeux, mais on va aussi parler des solutions. Bianca, Alain, Vincent, merci beaucoup d'être là, de prendre le temps aujourd'hui d'être là. Je vous souhaite la bienvenue à ce panel. Bonjour. Les enjeux de chaîne d'approvisionnement sont importants, touchent beaucoup d'entreprises, que ce soit au niveau de l'imprévisibilité des livraisons, les difficultés d'approvisionnement, les retards, les coûts, la pénurie même qui touche différentes matières. Donc, ça impacte la plupart des entreprises. Ça crée beaucoup de maux de tête aux entreprises et aux entrepreneurs. Donc, on a voulu adresser ça aujourd'hui avec Alain, Bianca et Vincent. On va commencer tout de suite peut-être en mettant sur la table les enjeux, mais les problématiques que vous vivez directement présentement. Comment ça se vit chez vous? Bianca, je t'invite à commencer à nous ouvrir la table. Donc, bonjour, je m'appelle Bianca Dupuis, directrice générale chez Portes et Fenêtres Abritech. On est un manufacturier établi à Saint-Georges-de-Beauce. On est une entreprise familiale maintenant de 3e génération. Ça a démarré avec mon grand-père en 1947, en 1987 repris par mon père. Et maintenant, la 3e génération, donc ses enfants, on est en place pour la relève. On compte aujourd'hui plus de 100 employés dans l'entreprise, fait qu'on a pris une grande expansion dans les dernières années. Pour faire suite à ce que Stéphane nous a mentionné, c'est sûr qu'on a eu des enjeux très importants. La hausse de la demande dans le domaine manufacturier, dans la construction, ça a été très important depuis 2-3 ans même déjà. Ça a fait que nous, on a dû subir des allocations auprès de nos fournisseurs, entre autres parce que leur capacité de production était restreinte. Ils ont eu aussi beaucoup de bris dans le marché ou des tempêtes, si on peut dire. Certains, ça a été le cas qui a fait qu'on a eu des allocations. Ça a entraîné des arrêts de ligne de production occasionnellement. Et aussi, ce qui a été important qu'on a rencontré, c'est dans certains produits, il a fallu limiter nos ventes de certains produits, de refuser, dans le fond, de vendre à certains clients. Fait que c'est pas quelque chose qu'on est habitué de faire dans notre domaine. Ensuite, d'autres enjeux qu'on a rencontrés, les délais qui ont augmenté beaucoup, notamment dans l'aluminium, dans le bois. On a vécu ça beaucoup de notre côté. Il a fallu passer des commandes 1 an d'avance, un petit peu à l'aveugle, sans savoir qu'est-ce qu'on allait avoir de besoin pour réserver des plages horaires de matériel, pas d'en manquer sur nos lignes de production. Des fois, on se retrouvait avec des gros inventaires aussi à gérer parce qu'on en avait prévu plus de certains modèles et tout ça. Ça nous a limité aussi dans la production de certains projets. On a dû aussi exiger des dates de livraison en fonction de certains produits. Puis même dans le cas de nos nouveaux produits, on a dû attendre avant de faire la promotion parce que quand tu démarres un nouveau produit, tu as forcément des nouvelles matières premières qui viennent à la suite de ça. Et les ayant pas commandés d'avance, on faisait nos forecasts avec nos fournisseurs. Puis il fallait attendre la réception des premières marchandises pour pouvoir dire OK, on peut se lancer parce qu'on n'est jamais sûr de rien depuis 2 ans si les dates vont être respectées ou vont être encore repoussées. Puis, dans notre cas, on a beaucoup travaillé des dernières années sur l'automatisation et la robotisation. Fait que c'est des enjeux super le fun pour nous. Ça a donné un souffle nouveau à notre production. Mais ce qui arrive quand on robotise sur la ligne de montage, qui est un peu nouveau dans notre domaine, c'est qu'on ne peut pas toujours utiliser des produits alternatifs. Fait qu'on a beau tester, souvent les robots ne peuvent pas aller agripper la pièce ou les magasins ne sont pas conçus pour recevoir des nouvelles pièces avec 1 mm de différence. Donc, ça, on est restreint beaucoup dans les pièces qu'on peut aller rechercher pour mettre dans notre ligne robotisée. Fait que qu'est-ce que ça nous amène? C'est soit il faut faire toute une reprogrammation, refaire des magasins pour des nouvelles pièces, ou il faut revenir au manuel, donc visser des renforts d'acier pour une vis qui n'était plus disponible, exemple. C'est des choses qu'on a rencontrées quand même depuis 2 ans, qu'il a fallu prendre action là-dessus. C'est incroyable. Autant ça touche le début que la fin. Puis vous êtes une entreprise qui fait des produits aussi custom, personnalisés. Donc, ça crée vraiment des enjeux importants. Alain, on va aller de ton côté au niveau des chaînes d'approvisionnement. Je sais que vous avez un gros enjeu avec un intrant principal. Donc, comment ça se passe chez vous présentement? Comment vous vivez ça, la crise d'approvisionnement chez Demers? Bonjour, Alain Brunel, président, directeur général de Demers Ambulance. Comme le mot dit, on fait des ambulances. On a 12 usines de fabrication et de services à travers l'Amérique du Nord. On produit une ambulance sur 3 en Amérique du Nord. Vous voyez des ambulances circuler. Là. Au Canada, c'est plus qu'un sur 3, mais en Amérique du Nord, c'est 1 sur 3.
le problème, nous autres, on a vécu aussi, comme tout le monde, la tempête avec le début de la pandémie, mais ça s'est empiré avec le temps. Au début de la pandémie, étant donné qu'on faisait des ambulances, on a continué à produire, mais on fait des ambulances avec des châssis de GM, Ford ou Chrysler, c'est-à-dire que ça prend un véhicule, ça prend des 4 roues là, pour que l'ambulance soit fonctionnelle. Et puis, tout de suite, au début de la pandémie, les usines de Ford, GM et Chrysler ont fermé de 6 à 8 semaines. Fait que, tout de suite, en 2020, au avril 2020, on a commencé à manquer de châssis. Ça s'est corrigé un peu durant l'année 2020 pour s'empirer encore plus en 2021, où à cause du manque de microchips mondial, la crise parfaite, là, où les microchips ont été plus aux gadgets vendus sur Amazon que sur les manufacturiers de châssis. Fait qu'on a été l'année passée, on a réduit nos capacités de production, environ 60-70% de notre capacité, 70% l'année passée. Et puis, depuis le début de l'année, janvier 2022, on est plus à 60% de capacité. On a eu des usines, quand on fait des ambulances sur ce qu'on appelle, nous, des types 2, des wagons, là, des petites camionnettes là, qu'on ne modifie pas, mais ça prend une ambulance, ça prend un châssis pour faire l'ambulance. On fait aussi des ambulances avec des cubes. C'est des véhicules qui sont coupés, des petites wagonnettes coupées où on met la bonne boîte. On a dû produire, on produit depuis le mois d'octobre, je dirais, des boîtes sans châssis. Puis on attend le châssis pour pouvoir le déposer sur... on attend le châssis pour pouvoir déposer notre boîte sur le châssis. Là. Fait que depuis le début de l'année, on disait environ 60% de capacité. On a fait du temps partagé dans nos usines de Saskatoon et de Belleuil. On a fermé des usines aux États-Unis une période de 3 à 12 semaines parce qu'on n'avait pas de châssis pour faire nos ambulances. Fait que ça, c'est le problème numéro 1. Puis je veux répéter, on fait des ambulances. Il y a eu plus d'argent qui a été injecté, autant au Canada qu'aux États-Unis, à cause de la pandémie, pour acheter plus d'ambulances. Fait qu'en plus d'être en retard, il y a plus de demandes d'ambulances en Amérique du Nord. Fait que ça fait que notre carnet de commandes, qui était une moyenne de 6 à 9 mois, est passé de 18 à 24 mois, puis 36 mois dans certains cas de certaines lignes de produits. Fait que le deuxième problème, le premier, on manque de châssis, on produit en dessous du niveau de profitabilité. Le deuxième, c'est le coût de la matière première a augmenté de façon phénoménale. Puis ça a augmenté, ça a été vraiment à partir du mois d'août 2021, mais là, ça a accéléré un rythme que nos coûts de matière première ont monté de 15-20% sur des commandes qu'on avait prises là, 18 mois avant. Là. Fait que puis la rareté et les coûts ont amené un problème majeur de profitabilité puis de marge pour chacun des véhicules. Fait que on n'a pas d'ambulance, on n'a pas de châssis, puis la matière coûte plus cher, puis on est en retard dans nos livraisons. Puis les commandes qu'on a prises, on va pouvoir les livrer plus tard avec un coût de matière qu'on ne connaît pas aujourd'hui. Puis quand on avait été chanceux d'avoir un châssis puis d'avoir mettre un cube dessus, bien là, les problèmes d'approvisionnement, de manque de pièces à cause de la rareté du transport et le coût de transport. C'est pas un secret là, que les coûts des containers, c'est passé de environ 2500 $ pour un conteneur qui arrive d'Asie à 25 000 ou 30 000 $. Fait que la rareté des conteneurs a fait que les pièces arrivaient plus en retard. Fait que quand on était capable d'avoir un châssis, des fois, il nous manquait une botte pour pouvoir livrer l'ambulance. Fait que la tempête parfaite, Perfect Storm, là, c'est arrivé là, tout de suite après une période de pandémie qui était incertaine. Tout à l'heure, je parlerai peut-être qu'est-ce qu'on a fait. Ben, ça a été tout qu'un challenge pour notre équipe. Là. Ben écoute, Alain, j'imagine, tu parles, j'entends des enjeux de cash flow, produire sans livrer des caissons, sans les livrer, c'est du cash flow. Tu as parlé de profitabilité, l'insécurité sur les
les livraisons qui sont à faire dans 18 mois, mais on ne contrôle pas les coûts. Vraiment, la main-d'œuvre aussi, qui est bon de mettre du monde en temps partagé aussi, avec tous les enjeux de main-d'œuvre qu'on connaît, c'est aussi beaucoup d'insécurité. Je peux imaginer la pression que ça met sur vos équipes, comme probablement dans d'autres entreprises qui nous écoutent présentement. Je vais aller à Vincent. Vincent, je me retourne vers toi. Une entreprise qui a été affectée beaucoup pendant la pandémie. Au début, si je me souviens bien, vous avez quand même roulé à très faible capacité, de repartir la machine, après ça, repartir les chaînes d'approvisionnement. J'imagine que ça ne devait pas être évident à redémarrer, puis vous avez dû être frappé de plein fouet par tout ce qu'on vit présentement. Là. Oui, effectivement. Donc, petite introduction. Vincent Montembeault, directeur de l'approvisionnement stratégique chez Prévost, membre du groupe Volvo. Prévost, compagnie qui va fêter son 100e anniversaire là, en 2024, fondée par Eugène Prévost. On est dans la confection d'autocars, mais aussi de maisons motorisées, ce qu'on appelle carrosserie pour conversion aussi. Donc oui, Stéphane, très bon point. On a été arrêté, frappé durement. Notre business est très lié là, au tourisme. Par contre, on a la partie conversion, maison motorisée, qui est un marché en pleine effervescence présentement. Donc oui, on a été arrêté, mais la demande est là. Donc, puis la demande aussi pour l'autocar a repris très rapidement. Donc, on a été frappé durement du côté de la chaîne d'approvisionnement. Puis je vous dirais les 3 ou 4 plus gros problèmes qu'on a eus. Premier, délai d'approvisionnement de transport causé par pénurie de chauffeurs, difficultés dans les ports, pénurie de conteneurs. M. Brunel en a fait mention. Aussi, il y a eu l'événement avec le canal de Suez il y a peut-être un an et demi. Ça aussi, ça a créé une tension énorme sur les chaînes d'approvisionnement. Autre problème, point de vue prix, les fluctuations des prix des matières premières. On ne parle pas seulement des hausses, mais que ça va à la hausse, à la baisse. Ça rend les choses difficiles pour nous. Prévoir ça va être quoi notre prix de vente, prévoir ça va être quoi nos prix d'achat. C'est des montagnes russes. Puis, aussitôt qu'on pense à être sorti d'une crise, il y en a un autre qui arrive. Manque de main-d'œuvre. Les fournisseurs qui opèrent avec peu d'employés ou pas d'employés. Un haut taux de roulement d'employés. Chez nous, ça va quand même bien. On a été obligé de faire des mises à pied, mais là, on réengage nos gens puis on cherche à augmenter la cadence, mais c'est pas tous nos fournisseurs qui sont dans cette situation-là. On a des fournisseurs partout à travers le monde, dans toutes les régions du Québec, puis on est frappé durement de ce côté-là. Peut-être le dernier volet, encore là, M. Brunel en a fait mention, mais les pénuries de composantes à l'échelle mondiale, les semi-conducteurs, nous, on est dans l'automotive. Donc, ce que Demers vit avec GM, nous, on le vit directement. Donc, on a une panoplie de semi-conducteurs dans nos véhicules. Puis, on a été frappé par les pénuries. Les connecteurs aussi, tout ce qui est harnais électronique, ça devient un peu chaotique s'approvisionner. Il faut s'approvisionner sur le stock market. Donc, au prix que c'est à prendre ou à laisser souvent. Aussi, tout ce qui est produit en provenance de l'Asie. Beaucoup de difficultés à rentrer ça chez nous. Puis, présentement, il y a un lockdown en Asie, donc on le vit pas encore, mais on sait que dans 1 mois, 2 mois, ça va nous frapper de plein fouet. Fait que, en gros, délai d'approvisionnement, fluctuation des matières, manque de main-d'œuvre, pénurie, ça vient partout. Puis, c'est la tempête parfaite, comme on dit. Donc, il faut prendre les moyens ensemble. Puis je pense qu'aujourd'hui, d'en discuter ici, c'est un des moyens. Donc, d'apprendre de ce que les gens font au Québec, c'est un très bon moyen d'améliorer chacun chez nous ensuite. Hey, merci Vincent. Écoute, je vais te redonner la parole parce que tu es bien parti sur comment on peut amener justement qu'est-ce que vous avez changé à date dans
dans vos façons de faire? Quelles actions vous avez prises par rapport à, justement, les enjeux que tu as mentionnés au niveau des chaînes d'approvisionnement? Comment ça a changé un peu vos façons de faire? Mais aussi, quel rôle joue l'approvisionnement québécois là-dedans? Parce que vous avez une base de fournisseurs au Québec là, qui est quand même importante à travers tous vos achats. Vous avez fait d'ailleurs un beau travail de mettre en valeur certains de ces fournisseurs-là dans les médias il n'y a pas longtemps. C'était vraiment une belle façon de faire. Mais comment ça se place tout ça dans ce que vous faites actuellement? Oui. Un mot, communication. Communication. À l'interne, à l'externe, je pense que c'est très important. Quand je dis communication interne, on a des cellules de crise, on a des niveaux de cellules de crise. Donc, on a un niveau quand on arrête la ligne, on a un autre niveau quand on crée des retards sur la ligne, puis on a même un niveau en mode plus proactif. Donc, c'est d'être à l'affût de ce qui s'en vient puis de le communiquer à travers l'organisation. Communication à l'externe aussi, se rapprocher de nos fournisseurs. Donc, c'était très difficile avec le télétravail. On a perdu un peu ce côté-là. Puis, présentement, on travaille à le regagner, à aller voir nos fournisseurs, échanger, se faire de part et d'autre d'échanger sur qu'est-ce qui est problématique. Puis, il n'y a pas de cachette. Je veux dire, nos fournisseurs, c'est l'extension de nos entreprises. Donc, il faut travailler en partenariat. Ce qu'on fait souvent, c'est qu'on fait des stratégies de segment. Donc, dans le métal, où je suis aujourd'hui, où je veux m'en aller, c'est quoi les actions que je vais prendre pour m'y rendre. On fait des plans d'affaires fournisseurs. Donc, au niveau du fournisseur, c'est dans quelle position qui est, comment je peux l'emmener à un autre niveau, comment je peux l'aider à passer à la prochaine étape. Puis aussi ce qu'on appelle les revues d'affaires. Donc, on invite les fournisseurs chez nous, on échange sur les défis, on fait venir les différents intervenants des différents départements. Évaluer les situations à risque proactivement. On travaille aussi énormément sur ce côté-là. On fait partie du groupe Volvo. Ça l'aide énormément aussi de faire partie d'un plus gros groupe parce qu'on se parle entre entités. On se parle entre régions aussi. 2 à 3 fois par semaine, on a des échanges avec les gens de la Pologne, des gens de la Suède, du Mexique. Puis souvent, les crises qui frappent la Pologne vont nous frapper dans un mois et vice-versa, dépendamment de où sont nos approvisionnements. Aussi, un point qu'il faut garder à l'œil, c'est l'implication tôt en développement de produits. On parle beaucoup des impacts qu'on a eus pour fournir nos lignes d'approvisionnement, mais il faut garder en tête qu'on développe des nouveaux produits. Puis avant de penser de développer des nouveaux produits, il faut être capable de savoir est-ce que les fournisseurs vont être capables de nous suivre dans ce nouveau développement-là. Donc, est-ce qu'il y a moyen d'influencer d'un fois le design pour faciliter le travail de certains de nos fournisseurs, et ainsi de suite. Puis, je peux faire le pont justement avec la deuxième volet de ta question, Stéphane. Comment les fournisseurs québécois peuvent nous aider là-dedans? En fait, ils sont proches. C'est plus facile de discuter avec eux. C'est plus facile de les inviter chez nous. C'est plus facile d'aller chez eux, de voir les contraintes en milieu manufacturier. Puis, qu'est-ce que les fournisseurs peuvent faire aussi? C'est de nous tenir au courant. Donc, on vit présentement dans un monde en pleine turbulence, mais l'important, c'est de se communiquer qu'est-ce qui s'en vient. Fait que la transparence dans la chaîne d'approvisionnement, c'est clé. Puis, je vous dirais que les fournisseurs québécois, c'est tout à leur avantage parce qu'il n'y a pas de cachette avec eux, puis on a des bonnes communications. C'est pas le cas partout, mais avec les fournisseurs québécois, c'est un très gros avantage qu'on a à ce niveau-là. Bien, c'est intéressant. Ça revient à ton point de départ quand tu as parlé de communication. Puis ce que j'entends, proactivité, rapprochement, les maillons de chaîne là, sont vraiment très, très attachés ensemble. Là, on est plus, tu as parlé de partenariat, c'est vraiment une relation de grande proximité et d'échange avec les fournisseurs. On fait partie de la même problématique et des mêmes solutions. Je pense que c'est un peu une nouvelle façon qu'il faut aborder maintenant dans les entreprises. Alain, t'as parlé des châssis. Je sais que vous avez plusieurs autres composantes aussi qui vous affectent. Comment ça se place ailleurs? Qu'est-ce que vous avez mis en place justement pour pallier, malgré que votre production est limitée présentement?
Ben, je ne veux pas répéter ce que Vincent a dit, il a fait un bon point sur la communication, là, mais une des choses qu'on a changé, puis autant en approvisionnement que dans toute la machine au complet, c'est on a toujours eu un bon plan de communication entre nous et nos fournisseurs, entre nous et nos clients et entre nous et nos employés. Mais le message n'était pas toujours au même moment. Si on prend un exemple spécifique du coût des commodités, ben, les coûts de commodités, c'est une frappe sur le coût de ce qu'on achète, les intrants, mais on demandait pas toujours à nos fournisseurs, ça vient de où cette augmentation-là? Puis étant donné qu'on n'avait pas l'information, on ne pouvait pas transférer à nos employés, on ne pouvait pas transférer à nos clients, on a augmenté nos prix de vente l'année passée, tout au cours de l'année, mais pas assez pour compenser pour les coûts d'augmentation de matière. Puis une des choses qu'on a changé, c'est d'essayer d'être plus proche, plus transparent avec tout le monde sur c'est quoi la base du coût. Si on prend un exemple de l'aluminium, on fait des boîtes en aluminium. Nous, l'aluminium a augmenté du mois d'avril aller au mois de décembre de 130 de 180 à aller jusqu'au mois d'avril de cette année en 12 mois. Mais jamais qu'on a communiqué ça aux clients dans le passé. On a commencé à le faire au mois de décembre, déjà trop tard. Mais là, on tient nos clients au courant de ce qui se passe en amont de notre production pour qu'on soit capable d'avoir une discussion avec eux autres sur, un, les châssis, on n'en a pas. Deux, on augmente nos prix. Mais voici sur quelle base qu'on l'augmente pour être bien transparent. C'est pas parce qu'on en profite parce qu'il y a une pandémie qu'on veut charger plus cher pour les ambulances parce que les gens en ont besoin. Là. Fait que communication, comme Vincent disait, mais à l'intérieur de notre entreprise pour être sûr qu'on est transparent avec tout le monde. Avant, notre département des achats faisait une bonne job de communiquer nos besoins à nos clients, à nos fournisseurs. Mais l'information ne circulait pas au complet dans toute l'entreprise. Là, on a toujours eu un délai entre le prix vient d'augmenter de la commodité. Dans le passé, le prix d'augmenter la commodité. On avait de l'inventaire. Notre fournisseur avait de l'inventaire. Puis là, on disait, bon, va falloir augmenter notre prix de vente à nos clients à un moment donné pour couvrir tout ça. Aujourd'hui, ça se passe en temps réel. Puis il faut être sûr que notre communication se passe en temps réel. Et tous les jours, on a des livraisons. Le client, le fournisseur nous appelle. Je vais vous le livrer, mais c'est 10 ou 12 ou 15 % plus cher. Mais nous autres, on a pris le commitment avec notre client, là, 15 mois. Là. Fait que ce flot d'informations-là, il faut être sûr qu'on change. On a changé de modèle d'affaires. Une autre chose qu'on a changé dans le modèle d'affaires, tu parlais de cash flow tout à l'heure, on a retourné voir nos clients, on dit on ne peut pas vous livrer les véhicules qu'on vous a promis dans le temps, parce qu'on n'a pas de châssis, puis dans le coût qu'on vous a demandé. Puis on a été jusqu'à arrêter de prendre des commandes. Ça fait depuis le mois de février qu'on ne prend plus de commandes parce qu'on ne sait pas quand est-ce qu'on va y livrer. On ne sait pas à quel coût qu'on va y livrer. Fait qu'on a une discussion avec nos clients de va falloir avoir des dépôts à cette heure, il va falloir avoir des clauses d'escalation en fonction des commodités parce qu'on ne sait pas ce que l'avenir nous met avant nous autres en termes d'augmentation de coûts de matière. Est-ce que l'aluminium, à cause de la crise en Ukraine, va continuer à monter ou descendre? On n'a aucune idée, puis on n'est pas capable de prendre ce risque financier-là juste sur nos épaules. Fait que ça, c'est deux choses fondamentales qu'on a changées. C'est sûr qu'on parle de plus d'inventaire qu'avant. Mais jusqu'à où? Puis lesquelles composantes qu'on met en inventaire? Mm-hmm. Si on met en inventaire des composantes qui deviennent obsolètes, on ne s'est pas aidé. Mais il faut savoir aussi si on met plus de pièces en inventaire, puis on a moins de châssis, bien là, encore une fois, on s'est tiré une balle dans le pied. Là. Fait que faut vraiment manager plus en temps réel tous ces coûts-là. Là. La chose aussi qu'il faut qu'on travaille beaucoup, c'est s'assurer que nos gens à l'interne connaissent les problèmes qu'on vit aussi avec les clients et les fournisseurs. Parce que les gens dans l'usine, tu disais tout à l'heure, on les met en temps partagé. Il nous manquait, avant d'aller en temps partagé, 30 personnes. Fait que là, si on en perd, puis on les a mis en temps partagé à 2 jours par semaine,
Fait que s'il y a d'autres usines qui n'ont pas de temps partagé, on peut perdre des gens. Par contre, ce qu'on leur a dit, c'est voici notre carnet de commande. D'habitude, on a un carnet de commande de 9 mois. Là, on a 24 mois. Notre problème, mes court terme, c'est les châssis. Restez avec nous autres. Puis, on a un métier où on fait des ambulances pour sauver des vies. Bien, c'est facile de motiver nos troupes à rester avec nous autres, mais il faut vraiment, en temps réel, la même chose, être transparent avec nos clients, nos fournisseurs et nos employés. Ouais, puis dans cette transparence-là, Alain, j'entends la communication que Vincent parlait, mais j'entends aussi beaucoup la confiance parce que à travers tes fournisseurs, à travers tes clients, tes employés, il faut qu'il y ait une chaîne de confiance aussi dans cette relation-là qui doit s'établir parce que si tu as besoin de passer une augmentation de prix, bien, il faut que ça soit crédible, il faut que les gens te fassent confiance pour que ça en tire, puisqu'il y en a qui pourraient facilement abuser du système. Je sais que c'est pas votre cas, mais c'est vraiment cette relation de confiance-là qui prend toute une autre dimension dans l'équation. Bianca, je me retourne vers toi. Encore là, vous avez des défis que tu as nommés tantôt. Je sais que vous êtes une entreprise très dynamique et très proactive, fait que j'imagine que vous avez mis en place des mesures intéressantes pour compenser certains des éléments là, reliés aux enjeux que tu as nommés tantôt. Oui, tout à fait, Stéphane. Pour faire du pouce un petit peu sur qu'est-ce qu'on a entendu précédemment, la collaboration avec les fournisseurs, elle est primordiale. Nous, ça fait très longtemps qu'on est en affaires, puis on a souvent gardé les mêmes fournisseurs. On a travaillé notre relation d'affaires très, très loin. C'est vraiment une relation plus de proximité. Puis avec ça, dans le fond, c'est sûr que moi, je me suis mise l'année passée, puis même l'année précédente, à communiquer plus rapidement avec eux pour voir venir les enjeux qui allaient nous arriver, dans le fond. Est-ce qu'il allait manquer de matériel pour produire? Est-ce que les coûts allaient encore augmenter? Parce que ça aussi, ça a été une grosse réalité de notre côté. Bois, aluminium, acier, PVC, la résine, tout ce qui touche la résine, c'est 4 produits qu'on utilise au quotidien puis qui ont tout augmenté de 20 jusqu'à 60 % nous autres, chacun. Mais tout à des périodes différentes. Fait qu'en communiquant avec les fournisseurs, c'est sûr que j'ai été capable d'aller chercher qu'est-ce qui s'en venait, les prévisions, puis je me suis mis au lieu de réviser mes prix une fois par année, puisque habituellement, on avait un 3 à 5 % annuellement qu'on pouvait augmenter les prix. Puis on était bon pour faire l'année. La plupart des fournisseurs s'en tenaient, mais là, c'est à toutes les semaines, on reçoit des changements de prix. Donc, on s'est mis à réviser un peu plus fréquemment en anticipant avec la collaboration de nos fournisseurs qu'est-ce qui s'en venait dans le marché. On continue les négociations, ça c'est sûr et certain. On a travaillé fort là-dessus. Puis, on a mis en place un peu une limite de date parce que nous autres, d'habitude, on livrait à 3-4 semaines de délai tout le temps. C'est des produits custom, mais c'était tout le temps régulier. Là, on a augmenté nos délais beaucoup l'année passée parce que la demande était trop forte. On ne peut pas doubler une capacité de production du jour au lendemain. Donc, les délais ont augmenté. Puis, à cause de ça, bien, comme M. Brunel en a parlé, c'est difficile de dire bien, dans 5 mois, quel prix je vais payer pour mes matières premières parce que moi, j'ai signé un contrat avec mes clients. Je veux le respecter. Fait qu'en faisant nos révisions de prix, on sondait le terrain assez rapidement. Puis, on a mis un peu en place une date limite aussi de livraison pour pas que les clients ou, dans le fond, veulent extrapoler une date puis ils commandent dans 8 mois pour réserver une plage horaire. Mais là, j'ai dit non, je peux pas faire ça parce que je ne sais pas qu'est-ce que je vais payer. Donc, à chaque fois qu'on arrive au bout de cette période-là, de notre date limite, ben là, on regarde est-ce qu'il faut réviser les prix, comment ça s'est passé. J'y ai été vraiment aussi de façon très transparente, comme il l'a mentionné avec les clients. On n'a pas révisé en mettant des hausses de prix globales. On a vraiment été sur chacun des produits. On a essayé de séparer chacun des produits pour augmenter selon ce que chacun nous avait envoyé. Des mesures qu'on a prises aussi ou des choses qu'on avait un peu déjà commencé. L'inventaire, on en a parlé un petit peu tantôt, mais nous autres, on a toujours gardé un inventaire plus élevé que la normale. Je sais que c'est des comptables, moins ça un petit peu, mais de notre côté, ça nous a toujours permis de ne pas avoir d'arrêt de la ligne de production. Ça nous a vraiment sauvés en début 2021 parce que nos fournisseurs, certains n'étaient pas prêts, ils n'avaient pas vu venir la vague. Fait que les conteneurs, quand ils ont arrivé avec des mois de délai, nous, on avait encore du matériel. Il y a des fois qu'on a tombé serré, là, il y en a manqué un peu, on a attendu quelques jours, quelques semaines, mais très peu quand même. Puis quand on a vu la vague venir, on a réaugmenté nos minimums pour en conserver plus. Fait qu'on n'a pas eu tant d'arrêt de production. Quand ça allait arriver, ce qu'on a fait, c'est qu'on a questionné nos opérations.
On a regardé pour éliminer des matières premières qu'on pouvait standardiser avec d'autres produits. Tu sais, des fois, on utilisait 2 vis différentes. Je donne un exemple sur les vis, mais on utilisait 2 vis différentes. Bien, crime, celle-là, on en a quand même une bonne quantité. Est-ce qu'on peut l'utiliser présentement pour celle-là? Récemment, c'est des crampes. Aussi niaiseux qu'une petite pièce comme des crampes nous a fait courir pendant une couple de jours pour trouver la bonne ou l'équivalent qu'on était capable d'utiliser. Fait que ça, essayer de standardiser certaines pièces qu'on a mis en production ou que ça faisait des années qu'on utilisait. Des fois, on ne se questionne pas tout le temps, mais là, c'était le bon moment de le faire. Quand il manquait un élément clé, on disait est-ce qu'on peut changer puis mettre autre chose qui serait plus efficace, plus abordable, qui donnerait le même rendement? Bien qu'on ait une super bonne collaboration avec nos fournisseurs, dans certains cas, il y en a vu qu'on a constaté qu'ils étaient plus frileux, que c'était moins safe un petit peu. On a été transparent avec eux, puis on a dit, écoutez, si vous n'êtes pas capable de nous assurer qu'on aura le matériel, je dois trouver une alternative, un nouveau fournisseur. Fait que dans certains cas où on n'était pas tout à fait sûr de ce qu'on allait recevoir, on a trouvé des deuxièmes fournisseurs pour backer, tester des produits, avoir, dans le fond, des produits équivalents. Fait que ça, c'est qu'est-ce qu'on a pu faire aussi de notre côté. Fait que deuxième fournisseur, produit équivalent. Puis on a aussi commencé à passer des commandes avec des relâches chez nos fournisseurs. Donc, établir c'est quoi qu'on peut avoir besoin en volume annuel. Puis dans certains cas, tu sais, de l'emballage, des choses comme ça, c'est des choses qu'on peut quand même d'une année à l'autre se dire c'est à peu près la même quantité. Donc, on a fait des commandes avec des relâches à tous les trimestres, mettons, pour être capable que notre commande est au moins dans le système. On va être privilégié sur ceux que les commandes vont rentrer après. Fait que ça, c'est des actions qu'on a faites de notre côté pour vraiment diminuer les risques que l'approvisionnement nous créait. Ça a quand même bien été, je dirais, à ce moment-ci, là, à date, on s'en est bien sorti. C'est gérable. Stéphane, j'ai oublié de mentionner, puis Bianca fait penser, là, on a aussi fait de la standardisation de composantes, mais je pense que le move le plus gros qu'on a fait, c'est qu'on a cancellé des lignes de produits. On avait des modèles. Nous autres, on devrait être capable de faire 2500 ambulances par année à peu près. Là. On avait des modèles où on en faisait 7, 8 avec des châssis spécifiques. Tout ce qui était en bas de 10 unités par année, là, on les a tout carrément cancellés. Puis on s'est dit, quitte à perdre les commandes, puis ce qui est arrivé, c'est que les clients ont switché à un autre modèle parce qu'ils ne pouvaient pas aller se mettre en attente ailleurs. Ça a été encore plus long. Là. Fait qu'on a profité pour standardiser notre ligne de produits, standardiser les composantes, puis accélérer aussi des programmes de développement, d'innovation pour réduire le nombre de pièces. Là. Bien, dans le fond, on a parlé de communication, on a parlé de transparence, on a parlé de confiance, on a parlé de proactivité. Puis là, je pense que la notion de prévisibilité, essayer de se donner de la prévisibilité puis de voir un peu plus, revoir nos façons de faire, arrêter de prendre des choses qu'on faisait pour acquis. Je pense que c'est essentiel là-dedans. Il nous reste moins d'une minute ou tout près. Je veux juste vous laisser chacun un petit 30 secondes de mots de la fin. Vincent, je commence avec toi. Churchill disait qu'il ne faut jamais perdre l'opportunité d'une bonne crise. Qu'est-ce que ça va changer? Quel est le gros changement qui va s'opérer chez Prévost là, dans les années à venir en considérant que la crise d'approvisionnement va continuer encore quelques années? Là? En fait, moi, je pense que le mot d'ordre, là, c'est de tout remettre en question. Donc, il faut tout repenser. Il faut revoir nos façons de faire complètement. Le concept de juste à temps qu'on entend parler depuis toujours, est-ce que c'est encore le bon concept ou non? Est-ce qu'on doit plus s'intégrer verticalement? Est-ce qu'on doit ramener des opérations à l'interne qui sont critiques? Est-ce qu'on doit décomplexifier les chaînes d'approvisionnement aussi? Parce que je pense que Stéphane, tu l'as mentionné, c'est une chaîne. Mais aussitôt qu'il y a un maillon qui déraille, en fait, c'est tout le reste. Puis ça prend du temps avant que ça se replace. Puis c'est ça qu'on vit depuis 2 ans. Donc, en gros, être près de nos fournisseurs, tout remettre en question, travailler en équipe, puis peut-être aussi ajuster nos ambitions. Donc, peut-être mieux d'en faire moins, mais le faire bien puis être capable de tout le contrôler. Fait que je pense que ça va dans le sens de ce que M. Brunel disait. Là. Standardisation, ça va nous aider à s'en sortir. Merci, Vincent. Bianca, je te laisse aller pour toi aussi. Qu'est-ce que ça va changer dans votre business pour les prochaines années? Quelles adaptations vous allez faire dans votre modèle d'affaires pour les années à venir? Bien, c'est sûr que de notre côté, standardisation, on en a parlé beaucoup. On a éliminé des produits, nous aussi. Puis ça, il faut voir qu'est-ce qui est le plus prioritaire de la part de nos clients. Tu sais,
comme M. Brunel l'a dit, des fois, quand on veut continuer à faire un produit, mais qu'on a une très petite quantité de demandes là-dedans, bien, c'est sûr que ça vient nuire à toute notre ligne de production. On a aussi, nous autres, ce qui est important, c'est vraiment de continuer l'informatisation de nos procédés. Dans le domaine des portes et fenêtres, c'est quand même, je pense, ça part de loin. Puis il y a beaucoup de choses qui étaient par cœur, qui étaient manuelles. Fait qu'on a travaillé beaucoup, nous, à informatiser nos recettes de produits pour être le plus précis possible. Quand une commande se confirme, on sait exactement ce que ça va prendre comme matériel. Donc là, étant donné qu'on a des mois d'attente, on peut dire, pour nos délais de livraison, on est capable de voir à long terme qu'est-ce que ça va nous prendre, puis le commander en avance aussi. Fait que l'informatisation, la standardisation, c'est deux points clés, je pense, de qu'est-ce qu'il faut faire. Pour nous, l'inventaire élevé, ben, c'est pas quelque chose qui va changer. Ça coûte plus cher. C'est pas tout le temps accessible à tout le monde, mais ça l'empêche qu'on arrête une ligne de production. Puis ça, c'est vraiment crucial aussi dans notre domaine. Puis sinon, ben, la collaboration avec les partenaires d'affaires, il faut que ça continue autant des fournisseurs, de la clientèle aussi. Là. C'est vraiment important. Ouais, merci. Bien que l'automatisation, la numérisation, c'est plus juste le lot des grandes entreprises. Maintenant, aujourd'hui, la PME doit s'adapter, puis ça devient des outils essentiels pour passer à travers de ces nouvelles périodes qu'on vit là. Alain, je te laisse le mot de la fin en à peu près 30 secondes, une minute, rapidement. Qu'est-ce que ça va changer chez Demers Ambulance? Puis est-ce que ça va compromettre le lancement de votre super ambulance électrique qui s'en vient? Non, ça va l'accélérer. C'est une des choses qu'on a décidé d'accélérer parce que là, c'est pas un châssis qui vient de GM et Ford des États-Unis. C'est quelque chose qui est fait au Québec. Fait que ça va aider. Je veux pas tout répéter ce que Vincent et Bianca ont dit, là, mais en gros, manager en temps réel. Avant, quand on avait une hausse de coûts, on essayait de négocier, on essayait avec les fournisseurs, puis après ça, on regardait comment on va essayer de vendre ça à nos clients. Mais là, il faut avoir un lien entre les deux, puis tout se passe en temps réel. Quand on a de l'information, il faut agir en temps réel avec nos fournisseurs, avec notre organisation, puis avec les clients. C'est sûr que manager en temps réel, quand on fait ça directement, localement, c'est ça que je veux dire, si on achète localement, c'est pas mal plus facile de pouvoir avoir des discussions. Puis oui, c'est beau les Teams, c'est beau les vidéoconférences, mais il n'y a rien comme aller dans une usine puis d'avoir une discussion avec les gens sur place pour faire de l'amélioration continue. Fait que on achète toujours beaucoup local. On a 300 fournisseurs au Québec, mais on veut que chacune de nos usines achète encore plus local. Là. Fait qu'on va mettre beaucoup d'emphase là-dessus et d'innovation au niveau des produits. Hey Alain, écoute, c'est pour conclure, je pense que c'est de la musique à nos oreilles. L'achat québécois, c'est stratégique et payant plus que jamais. On voit comment la proximité des fournisseurs, la capacité de nos fournisseurs de venir chez nous, d'aller chez eux, c'est plus juste une question de coût maintenant, il y a une question de valeur. Avoir quelque chose de pas cher qu'on n'a pas dans nos usines, ça donne rien. Fait que donc, la notion de coût est intéressante, puis d'amener nos fournisseurs, eux aussi, à investir dans leur entreprise, pour être capable de bien nous fournir. Je pense que c'est toute cette chaîne-là qu'il faut renforcer au Québec. Bianca, Vincent, Alain, merci. Ça a été, je pense que j'en aurais pris une autre demi-heure. Malheureusement, le temps nous presse, mais je vous remercie sincèrement. Je suis sûr que ça a été très inspirant pour les entrepreneurs et les dirigeants d'entreprise qui nous ont écoutés aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne continuité dans cette tempête-là, mais en tout cas, chez nous, on dit ça va comme c'est mené, fait que je suis vraiment pas inquiet pour vous de savoir comment vos entreprises vont aller dans les prochains mois, les prochaines années. Merci beaucoup encore. Merci. Merci. Au revoir. Au revoir.